Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours dans la suite des séries concernant l'analyse de données. Donc on va essayer de suivre nos capsules vidéo concernant l'analyse multivariée, particulièrement l'analyse en composantes principales. Donc après avoir vu dans la vidéo précédente, ou bien dans la capsule précédente, le fondement théorique, le principe de base, les objectifs et l'algorithme derrière la CP, on va essayer de voir dans cette vidéo un exemple d'application illustrative afin de simplifier les notions et les concepts qu'on a vus précédemment et voir quelles sont les étapes à suivre afin d'atteindre les objectifs d'ACP. Donc on va essayer de simplifier les tâches, simplifier les formules afin de réaliser une, une ACP. Alors les données qu'on va utiliser dans cette capsule vidéo sont présentées dans le tableau suivant. Donc on a un tableau avec trois variables, P, Tmax et Tmin. Ces données concernent 6 villes de France, alors 6 individus, on a Ajaccio, Brest, Dunkerque, etc. Donc on souhaite appliquer notre analyse en composantes principales sur ces données. Alors la première des choses, la démarche ACP à suivre est la suivante. Donc on commence par le centrage et la réduction de données, c'est normaliser ou bien standardiser les données. Alors lorsqu'on parle d'une centrage et réduction de données, donc on parle d'une ACP normée. Alors par la suite, déterminer une matrice de variance, covariance ou bien matrice de corrélation. Alors soit on travaille avec une matrice de variance, covariance, ou bien dans le cas d'une ACP normée, on travaille avec une matrice de corrélation. Alors par la suite, calculer les valeurs et les vecteurs propres, alors qu'elle présente déjà c'est le noyau de la méthode ACP, et déterminer les axes factoriels et les composantes principales. Voilà, donc la première des choses, voilà, on a essayé de calculer des résultats préliminaires, à savoir la moyenne des indicateurs de tendance centrale comme la moyenne et les indicateurs de dispersion comme l'écart-type. Donc on parle de ce qu'on appelle une analyse univariée. Donc on a calculé la moyenne et l'écart-type pour la variable P, pour la variable Tmax et pour la variable Tmin. Alors après, on passe à centrage et réduction de nos données. Donc on a dit que la formule à utiliser pour centrage et réduction de données, donc on fait soustraire la moyenne de chaque observation, on divise par l'écart-type. Donc on a calculé la moyenne de P, l'écart-type de P, la moyenne de Tmax, l'écart-type de Tmax, et la moyenne de Tmin et l'écart-type de Tmin. Donc pour rendre ce tableau en un tableau centré réduit, alors on fait soustraire la moyenne et on divise par l'écart-type. On trouve un tableau de données, ou ce qu'on appelle une matrice des données centrée réduite. Donc 12,04 moins 11,36 divisé par 4,98, ça donne 0,14. Et ainsi de suite pour les autres observations. Voilà notre tableau centré réduit. Déterminer la matrice de corrélation. Alors c'est quoi une matrice de corrélation tout simplement? Alors il nous donne les coefficients de corrélation linéaire qu'on a déjà vu dans l'analyse bivariée. Alors, les coefficients de corrélation linéaire des variables prises de A2. Alors, c'est une succession d'analyse bivariée. Alors, on a trois variables P, Tmax et Tmin. Donc, on va essayer de calculer la corrélation de A2. Alors, P et Tmax, P et Tmin, Tmax et P, Tmax et Tmin, ainsi de suite. Alors, on a vu que c'est une matrice 3, puisqu'on a trois variables. Alors, on a comme diagonale de la matrice 1, 1, 1, tout simplement. Pourquoi? Par un coefficient de corrélation entre une variable et elle-même est égal à 1. Et si c'est le coefficient de corrélation entre P et P est égal à 1, la même chose entre Tmax et Tmax est égal à 1, entre Tmin et Tmin est égal à 1. En plus, cette matrice de corrélation, elle est symétrique. Alors, symétrique, c'est-à-dire, alors, on a le coefficient de corrélation Tmax et P est égal au coefficient de corrélation entre P et Tmax. La même chose, coefficient de corrélation entre P et Tmin est égal au coefficient de corrélation entre Tmin et P. Donc les valeurs qu'on va trouver au-dessus de la diagonale sont équivalentes aux valeurs qu'on va trouver au-dessous de la diagonale. C'est pour cela qu'on dit que c'est une matrice symétrique. Alors la matrice de corrélation est obtenue par la formule suivante. Donc R, la matrice de corrélation, est égale à 1 sur I, le nombre d'individus, fois transposé de la matrice centrée réduite, fois la matrice centrée réduite. Alors, selon notre exemple, 1 sur I, le nombre d'individus, c'est 6. Après, on va faire transposer de la matrice centrée réduite qu'on a calculée, qu'on va multiplier par la matrice centrée et réduite. Voilà le résultat trouvé. Donc, la corrélation entre P et Tmax, c'est 0,09. C'est sûr qu'il n'y a pas de corrélation entre P et Tmax. Corrélation entre P et Tmin, c'est 0,49. C'est une corrélation, on peut dire que c'est une corrélation positive moyenne.
On a corrélation entre Tmax et Tmin, c'est 0,62. Et les mêmes valeurs qu'on a trouvées au-dessus de la diagonale sont les mêmes au-dessous de la diagonale. C'est une matrice symétrique. L'étape suivante, c'est les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors on commence par les valeurs propres et par la suite on passe aux vecteurs propres. Alors on dit que lambda est une valeur propre de A, d'une matrice A, si et seulement si il existe un vecteur x non nul, tel que A fois x est égal à lambda fois x. Et on dit que x est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda. Donc quand est-ce que lambda est une valeur propre de la matrice A? Si il existe un vecteur x non nul, de manière à ce que A fois x est égal à lambda fois x. A fois le vecteur est égal à une valeur fois le même vecteur. Un exemple pour mieux comprendre. Donc on a A, une matrice carré 3 sur 3. Donc on a x avec coordonnées de 1, 0. Donc on peut dire que 2, 1, 0, le vecteur de 1, 0 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda est égal à 2. Pourquoi? Alors on peut écrire la matrice A fois le vecteur. Le résultat, c'est 4, 2, 0. Ce 4, 2, 0, on peut l'écrire sous forme lambda 2 fois le même vecteur. Donc A fois x est égal à lambda fois x. Donc x, c'est le vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre lambda qui est égal à 2. Alors maintenant, comment faire pour calculer et trouver les valeurs propres? Alors on part de la première équation. Donc on a dit a fois x est égal à lambda fois x. Si on déplace lambda fois x dans l'autre côté, donc a fois x moins lambda x est égal à 0. Si on factorise avec x, donc 1 moins lambda fois x est égal à 0. Sachant que x est un vecteur non nul, donc 1 moins lambda est égal à 0. A est une matrice et lambda est une valeur. Donc pour donner sens à cette écriture, on va essayer de multiplier lambda par une matrice identité. Alors c'est quoi une matrice identité? C'est une matrice dont la diagonale il y a des 1 et les autres valeurs ce sont des 0. Donc une matrice identité 3 par 3, donc on trouve 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc 1 en diagonale. Alors cela ne va pas influencer le résultat de nos calculs. Donc on trouve 1 moins lambda identité est égal à 0. Donc pour déterminer les valeurs propres, il suffit de développer le déterminant. Déterminant de 1 moins lambda fois identité est égal à 0. Donc en développant le déterminant, on obtient le polynôme caractéristique de A. Une fois on trouve le polynôme caractéristique de A, les racines de ce polynôme caractéristique sont les valeurs propres. Autrement dit, si on cherche les solutions de ce polynôme caractéristique, ce sont les valeurs propres. Alors voici un exemple d'application dans lequel on va essayer de déterminer le polynôme caractéristique et calculer les valeurs et vecteurs propres d'une matrice A qui fait 3 par 3. Alors, on a dit que on calcule A moins lambda fois identité. C'est quoi lambda identité? Donc une matrice identité c'est 1, 1, 1. Donc lambda fois la matrice identité. Donc on remplace 1 par lambda. Donc ça fait lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Si on fait 1 A moins lambda identité, le résultat est 1 moins lambda 2, 2, 0, 2 moins lambda 1, moins 1, 2, 2 moins lambda. Après, on va calculer le déterminant de cette matrice. Alors, le déterminant, pour calculer le déterminant, la première des choses, il faut choisir la colonne ou la ligne où il y a des zéros pour simplifier les calculs. Donc, on va choisir la première colonne. Donc, 1 moins lambda. Si on annule 1 moins lambda, si on annule la première ligne, la première colonne, le reste c'est 2 moins lambda, 1, 2 et 2 moins lambda. Moins 0, si on annule deuxième ligne, première colonne, c'est-à-dire moins 0 fois 2 moins lambda. Puisqu'on va multiplier par 0, donc on va annuler. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut choisir la colonne ou bien la ligne où il y a des zéros pour simplifier les calculs. Après, moins 1, ce qui reste, si on annule troisième ligne, première colonne, ce qui reste c'est 2 moins lambda, 1. Et on fait les calculs. Donc ça donne 1 moins lambda fois 2 moins lambda fois 2 moins lambda au carré, moins 2 fois 1. Donc 2 moins lambda fois 2 moins lambda, ça fait 2 fois lambda au carré, moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1, moins 2 fois 2 moins lambda. Si on développe
les formules, si on fait les calculs, on trouve 1 moins 8 lambda plus 5 lambda au carré moins lambda à la puissance 3. C'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Donc, il faut essayer de trouver les racines de ce polynôme caractéristique d'ordre 3. Alors, il y a plusieurs manières, on ne va pas rentrer dans ces détails. Il y a plusieurs manières, soit trouver une solution initiale. Alors, solution initiale, par exemple, on va tester. Alors, ça ne se voit pas que ce n'est pas 0. Donc, une solution initiale, on peut trouver lambda est égal à 1. Donc, lambda est égal à 1. 4 moins 8, ça fait moins 4. Plus 5, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Donc, 1, c'est une solution initiale pour faire diminuer l'ordre 3 de ce polynôme caractéristique en ordre 2. Et on calcule le discriminant delta et on cherche les autres solutions. Alors, voilà. Si on applique tout ce qu'on vient de dire, alors voilà le déterminant, on a trouvé le polynôme caractéristique, voilà les valeurs propres, ou bien les racines. Donc, on trouve que lambda est égal à 1 et lambda est égal à 2. On dit que lambda est égal à 2, c'est une racine double ou bien multiplicité double. Alors, une fois on a trouvé les valeurs propres, alors on passe à déterminer les vecteurs propres. Alors, le vecteur propre a fois x est égal à lambda x. Donc, on a dit que a fois x est moins lambda fois identité fois x est égal à 0. Donc, en partant de cette écriture, on cherche le vecteur propre. Donc, si on applique la formule, on trouve que x, y, z est égal à moins 1. 1, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda est égal à 1. Si on vérifie, alors il faut que a fois le vecteur propre est égal à lambda fois le même vecteur propre. Donc si on fait les calculs, donc 1 fois moins 1 plus 2 fois moins 1 plus 2 fois 1 est égal à moins 1. 0 fois moins 1 plus 2 fois moins 1 plus 1 fois 1 est égal à moins 1. Moins 1 fois moins 1 plus 2 fois moins 1 plus 2 fois 1 est égal à 1. Donc, on a confirmé que le vecteur dans les coordonnées moins 1, 1 est un vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre lambda est égal à 1. De même, pour lambda est égal à 2. Donc, on va trouver x, y, z est égal à 2, 1, 0. Si on vérifie, si on fait multiplication de A fois le vecteur propre, on trouve que ce résultat est égal à le vecteur propre fois la valeur propre associée qui est égale à 2. Alors maintenant, on va voir une autre notion concernant la diagonalisation. Alors pour obtenir les vecteurs propres, alors on diagonalise la matrice. Alors une matrice carrée est dite diagonalisable s'il existe une matrice inversible P puis une matrice diagonale D satisfaisant la relation suivante. A est égal à P fois D fois P moins 1. Alors les lambda I sont les valeurs propres de la matrice A et aussi la diagonale de D. Et les colonnes de P sont les vecteurs propres associés. Donc A est égal à P fois D fois P moins 1. Et c'est quoi P? Alors P se compose d'une matrice qui se compose des vecteurs propres de A. Et D, c'est quoi? C'est une matrice dont la diagonale se constitue des valeurs propres. Et P moins 1, c'est tout simplement l'inverse de P. Alors voilà un exemple. Donc une matrice A, 3 sur 3. Donc on a calculé les valeurs propres. On a trouvé comme première valeur propre lambda 1 est égal à 3, lambda 2 est égal à 2, lambda 3 est égal à 1. Voilà le vecteur propre associé à chaque valeur propre. Voilà le premier vecteur, deuxième vecteur et troisième vecteur. Alors on a dit que D, la matrice D, tout simplement se compose dans la diagonale de cette matrice se compose des valeurs propres. La matrice P, qu'on note matrice de passage, il se compose, ces colonnes sont les vecteurs propres. Voilà le premier vecteur, voilà le deuxième vecteur, voilà le troisième vecteur. Et P-S, tout simplement, c'est l'inverse de la matrice P. Alors, l'inverse de la matrice P est calculé en utilisant la formule suivante. C'est 1 sur le déterminant de la matrice fois transposé de la comatrice en question. Donc, tout d'abord, il faut calculer le déterminant pour savoir si la matrice est inversible ou non. Il faut que le déterminant soit différent de 0. Alors, A est égal à P fois D fois P moins 1. Voilà la matrice A. Voilà P. C'est quoi P? Tout simplement, se compose des vecteurs propres de la matrice A. Fois D. D, c'est quoi? C'est une matrice dont la diagonale, ce sont les valeurs propres. Et P moins 1, c'est l'inverse de P, qui est égal à 1 sur le déterminant fois transposé de la comatrice.
Alors, dans notre exemple, on a calculé les valeurs propres classées en ordre décroissant de la matrice R. On calcule les valeurs propres de la matrice de corrélation R. Donc, on a trouvé que lambda 1 est égal à 1,83, lambda 2 0,92 et lambda 3 0,25. Alors, je souligne en ordre décroissant. En ce qui concerne les valeurs propres associées, voilà la première valeur. Bien, premier vecteur propre associé à la première valeur propre, deuxième vecteur et troisième vecteur propre. Alors, l'inertie expliquée. Alors, les valeurs propres permettent de déterminer l'inertie expliquée par chaque axe factoriel. Alors, chaque axe factoriel, ou bien axe principal, permet de déterminer l'inertie expliquée. Alors, la valeur propre, c'est elle qui permet de déterminer c'est quoi l'inertie expliquée par chaque axe, ainsi d'évaluer la quantité d'informations contenues dans cet axe. Alors, le tableau suivant résume l'inertie expliquée par les axes principaux. Déjà, c'est quoi la totalité de l'inertie expliquée? On a dit que c'est une ACP normée. L'inertie, c'est quoi déjà? L'inertie, c'est une variance généralisée à plusieurs dimensions. On a dit que dans le cas d'une ACP normée, donc la moyenne des variables est égale à 0 et la variance est égale à 1. Donc si on parle de l'inertie totale, c'est la somme des variances, c'est-à-dire la somme des 1. Donc c'est quoi? Tout simplement, c'est la somme des variables ou bien le nombre de variables. Si on a 4 variables, l'inertie totale, c'est 4 dans une ACP normée. Si on a 8 variables, l'inertie totale est égale à 8. Alors, l'inertie expliquée par chaque axe est exprimée par la valeur propre. Par exemple, la première valeur propre, c'est 1,83. Donc, l'inertie expliquée par le premier axe, c'est 61,17. Donc, c'est 1,83 divisé par l'inertie totale, qui est 3. Donc, 1,83 divisé par 3, ça fait 61,17. Donc, le premier axe explique 61,17 de données. Deuxième valeur propre, 0,92, et donc il explique 30,51. Troisième, explique 8,32. Donc le premier axe contient 61,17 de l'information, deuxième axe 30,51% de l'information. Donc on fait diviser la valeur propre associée à chaque axe par l'inertie totale, qui est égale à quoi? Tout simplement la somme des valeurs propres, qui est égale au nombre de variables dans le cas d'une ACP normée. Alors voilà, nos données sont très réduites. Voilà les 6 villes, ou bien les 6 individus. Voilà, première ville, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Alors on est dans un espace R3. Alors R3, puisqu'on a 3 variables, précipitation, Tmax et Tmin. Donc on a la répartition, bien les points, bien les individus dans cet espace qu'on va essayer de projeter dans un espace réduit. Par exemple, si on a 3, donc dans un espace réduit à deux dimensions. Donc on a dit que on cherche le premier axe qui maximise l'inertie. On fait la projection de ces points sur le premier axe. On va perdre de l'information, ça c'est sûr. Pour cela, on utilise un deuxième axe. Donc on a dit que le premier axe, il explique 60%. Si on ajoute le deuxième axe qui explique 30%, donc on est déjà à 90%, c'est déjà important. Alors le plan défini par le couple de vecteurs V1, V2 est appelé plan factoriel. Alors c'est V1 et V2. Alors c'est un plan le plus proche des points représentant les individus. Alors sur lequel ces points se déforment le moins possible, c'est très important. On cherche à déformer le moins possible le nuage initial et explique le mieux l'inertie globale. Tout ce qu'on a dit à propos sur un axe, on peut le dire sur le plan factoriel. Alors les composantes principales et comment calculer les composantes principales. Alors tout simplement, les composantes principales sont obtenues par la projection des individus sur les axes principaux. Donc on a la matrice des données sont très réduites. On a les vecteurs propres. Tout simplement, on va faire la projection de ces données sur les vecteurs propres. Alors la projection sur l'axe 1. L'axe 1, il est dirigé par le premier vecteur propre V1. Si on va utiliser deux axes, donc on va projeter nos données sur l'axe 1 et sur l'axe 2. Alors, si on projette les données sur l'axe 1, donc on trouve les composantes principales suivantes. Donc 0,14 fois 0,46 plus 1,44 fois 0,56 plus 1,09 fois 0,69, c'est 1,63. Et de même pour les autres lignes. Si on fait la projection sur l'axe 2, donc c'est la matrice centrée réduite, fois V2. Et on trouve
composante principale 2. Alors voilà, on a projeté nos données sont réduites sur l'axe 1 et sur l'axe 2. Autrement dit, sur l'axe 1 dirigé par le premier vecteur et l'axe 2 dirigé par le deuxième vecteur. Donc on a trouvé la matrice C des données ou bien des composantes principales. Voilà la nouvelle variable F1, voilà la deuxième variable F2, ce sont les nouvelles variables. Et ici, on a même calculé F3. Donc, on peut dire que les composantes principales ont des propriétés. Alors, les composantes principales sont centrées. Lorsqu'on dit centré, c'est on calcule la moyenne de F1. Alors, on trouve que la moyenne est égale à 0. La moyenne de F2 de même est égale à 0. La moyenne de F3 est égale à 0. Et la variance de chaque composante, c'est quoi? La variance de chaque composante est égale à la valeur propre associée à l'axe. Donc, si on calcule la variance de F1, on trouve la valeur propre associée à l'axe dirigé par le vecteur V1, c'est 1,83. La variance de deuxième variable, F2, c'est 0,92. Et pour la troisième variable, la même chose, et ainsi de suite. Alors, le niage des individus, puisqu'on va projeter notre niage des individus sur un plan factoriel défini par les deux axes principaux, donc on va utiliser F1 et F2. Donc la projection des points sur le plan factoriel défini par V1 et V2 permet d'obtenir le niage des individus qui capture le maximum d'informations possibles. Donc on a représenté nos villes, alors selon les deux axes, voilà le premier axe qui représente 61,17%. Et voilà le deuxième axe qui représente 30,51%. Alors déjà l'inertie expliquée par le plan, c'est-à-dire par le premier axe et le deuxième axe, est 91,68%. Alors comment on a représenté ces individus? Alors en utilisant ces coordonnées sur l'axe 1 et sur l'axe 2. Alors Ajaccio par exemple, Ajaccio 1,63, donc c'est 1,63 à peu près. Et sur l'axe 2, F2 c'est moins 0,81. Alors par exemple Nice, 1,96, 0,37. Voilà. Alors maintenant, comment interpréter ce nuage des individus? Alors, j'ai présenté le tableau initial dans nos données et le graphe concernant le nuage des individus. Donc, on va essayer de chercher quels sont les individus proches, quels sont les individus éloignés par rapport au premier axe, par rapport au deuxième axe, etc. Donc, ça se voit que Nice et Nancy sont très éloignés par rapport au premier axe, et c'est le premier axe qui sépare au milieu les données. Donc, on va voir que Nancy et Nice sont deux villes avec deux comportements différents. La même chose pour Brest et Toulouse. Alors, maintenant, pour mieux comprendre et donner une signification au premier axe et au deuxième, alors il faut calculer ce qu'on appelle le cercle de corrélation. Alors, les corrélations, c'est calculer les corrélations entre les variables initiales et les composantes principales. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les variables initiales et les nouvelles variables qu'on a déterminées? Donc voilà, on a les composantes principales qu'on a trouvées, F1 et F2. On n'aura pas besoin de F3 puisqu'on va projeter sur F1 sur un plan factoriel. Donc F1 et F2. Voilà les vecteurs propres. Donc, on peut utiliser la formule suivante, une formule simplifiée permettant de calculer la corrélation entre les variables initiales et les composantes principales. Alors, ce sont des formules à connaître. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'interprétation des résultats, puisque les calculs, il y a des logiciels qui font les calculs de manière automatique. Il suffit de présenter la matrice des données initiales. Alors, pour calculer par exemple le coefficient de corrélation entre les précipitations P et F1, le premier axe, alors on va utiliser la formule suivante. Donc l'élément, alors P c'est la première variable, donc on va utiliser le premier élément de vecteur propre, V1, puisque c'est V1, c'est le vecteur propre associé à F1. Puisqu'on cherche la corrélation entre P1, entre la première variable initiale, et le premier axe. Donc on va chercher le premier élément du vecteur propre, V1, qui est 0,46, multiplié par racine carrée de la valeur propre associée. Alors c'est quoi la valeur propre associée à F1? C'est lambda 1. Donc ça fait 0,46 fois racine carrée de 1,83. On trouve une corrélation entre P
et F1 0,62. Si on cherche à calculer entre T-min et F1, T-min c'est la troisième variable initiale et F1 c'est le premier axe, donc on va chercher l'élément 3 de vecteur propre V1, F1, fois racine carrée de lambda 1. Donc c'est le troisième élément, c'est 0,69, multiplié par racine carrée de 1,83, ça fait 0,93 comme coefficient de corrélation entre T-min et premier axe. Alors voilà le cercle de corrélation. Alors ce cercle, ça va nous aider à interpréter le nuage des individus. Donc ça se voit qu'il y a une corrélation forte, très forte, entre T-min et F1. Ça se voit. Déjà, les trois variables ont une corrélation positive avec le premier axe et une corrélation positive de P avec le deuxième axe et négative de T max avec le deuxième. Donc, comment interpréter maintenant le nuage des individus? Alors, pour interpréter ce nuage des individus, alors on a dit que les axes, étudier les axes d'inertie des individus est équivalent à étudier les axes d'inertie des variables. Donc, en ACP, quand on analyse un échantillon, alors étudier les individus ou étudier les variables, c'est étudier deux facettes d'une même chose. Alors, maintenant, pour donner sens à notre nuage des individus, donc, on a dit que la variable T-min est corrélée, très corrélée avec la variable F1. La variable P est corrélée positivement avec F2 et Tmax corrélée négativement avec F2. Donc on peut dire que les individus qui se trouvent à droite ont une coordonnée élevée pour T-min et sûrement ils vont avoir des valeurs élevées pour T-min. Tout simplement car F1 et T-min sont très corrélés entre elles. Par contre, les individus bien les villes qui se trouvent à gauche vont avoir une valeur faible pour T-min, car tout simplement, on a dit que F1 et T-min sont très corrélés. C'est-à-dire que Nancy a une valeur faible pour F1, donc sûrement il y aura une valeur faible pour T-min. Alors, ce qui concerne l'axe 2, alors l'axe 2 c'est un axe qui est moins important que le premier. Moins important que le premier, puisqu'on a dit qu'on classe les valeurs propres par ordre décroissant de la plus élevée vers la plus faible. Alors cela entraîne que le premier axe est plus important que le deuxième, et le deuxième est plus important que le troisième, et ainsi de suite. Donc déjà, on a vu que le premier axe représente 60% et le deuxième représente 30%. Donc on peut dire que les villes qui se trouvent en haut ont des précipitations élevées, et les villes qui se trouvent en bas ont des précipitations faibles. Alors élevé et faible, c'est par rapport aux autres individus. Autrement dit, par rapport aux autres villes. Alors une autre notion très importante, c'est la qualité de représentation. Alors la qualité de représentation, alors quand est-ce qu'on parle de la qualité de représentation? Sur un axe ou bien sur un plan. Alors la projection d'un individu sur l'axe est bonne lorsque cosinus au carré, θ, est proche de 1. Par exemple, la projection de M4 sur l'axe, ici on a un seul axe, sur cet axe est bonne lorsque cosinus au carré de l'angle θ4 est proche de 1. Alors ça se voit que cosinus au carré θ4 n'est pas proche de 1. Plus l'angle est élevé, plus le cosinus est proche de 0, pas proche de 1. Donc on peut dire que l'individu M5, par contre l'individu M5, elle est bien représentée, alors que l'individu M4, elle n'est pas bien représentée. Alors la qualité de représentation sur le plan, alors de même, la qualité de projection des individus sur un plan factoriel est bonne lorsque cosinus θ au carré est proche de 1. Alors pour calculer la qualité de représentation d'un individu sur un axe, alors on utilise la formule suivante. Donc on a dit que la qualité se mesure en cosinus carré. C'est quoi cosinus carré? C'est tout simplement la composante principale au carré, la valeur de la composante principale, divisée par la norme de l'individu au carré. Donc un exemple pour mieux comprendre, si on cherche à calculer la qualité de représentation de l'individu Nancy par rapport au premier axe, qui est égal à cosinus carré θ, qui est égal à quoi? Alors, la composante principale au carré
de la ville Nancy par rapport à F1, qui est égal à moins 1,85 au carré, divisé par la norme de Nancy au carré. C'est quoi la norme de Nancy au carré? C'est tout simplement les coordonnées de Nancy dans notre matrice de données sont très réduites. Donc les coordonnées de Nancy pour la variable P, pour la variable Tmin, pour la variable Tmax dans nos données sont très réduites. Donc on trouve 1 moins 0,3 à la puissance carrée, plus 1 moins 0,8 à la puissance carrée, plus etc. Donc voilà, c'est la valeur. Si on fait l'application numérique, alors on trouve que Nancy est très bien représenté, alors 98,2% par rapport à F1. Alors ça se voit que Nancy, Nice, Ajaccio sont des individus bien représentés sur l'axe 1. Par contre, Brest, Dunkerque et Toulouse, ils ne sont pas bien représentés sur l'axe 1. Donc pour interpréter l'axe 1, il vaut mieux prendre en considération les individus qui sont bien représentés sur l'axe 1. De même, sur l'axe 2. Et la qualité de représentation sur un plan, qui se compose de F1 et F2, c'est tout simplement la somme des deux. Alors comme dernier point, c'est la contribution. Alors lors du calcul des composantes principales, chaque individu contribue à la construction des axes. Alors cependant, certains influencent beaucoup plus que les autres le calcul de certaines composantes. Donc lors de la construction d'un axe factoriel ou bien un axe principal, alors les individus contribuent à la construction des axes. Mais la contribution n'est pas la même. Il y a des individus qui contribuent plus que les autres. Donc pour calculer la contribution des individus à la construction des axes, donc on utilise la formule suivante. Donc la contribution de l'individu M à la construction de l'axe F, donc tout simplement c'est P, avec P c'est le poids. C'est quoi le poids? C'est 1 sur le nombre d'individus. Ici on a 6 individus, donc c'est 1 sur 6, fois composant principal au carré, divisé par lambda I. Un exemple pour mieux comprendre, si on cherche à calculer la contribution de Nice à F1. Donc ça se voit que Nice a contribué de 34,8%. Alors comment calculer 34,8%? Donc on cherche la valeur dans Nice pour le premier axe, dans la matrice des composantes principales. La valeur de Nice pour le premier axe, on va trouver 1,86. On va mettre au carré, divisé par lambda, c'est la valeur propre associée à l'axe. On parle de F1, donc c'est lambda 1. Donc 1 sur 6 multiplié par 1,86 au carré, divisé par 1,83. Donc on trouve 0,348. Donc Nice contribue de 34,8% à la construction de l'axe 1. Par exemple, Ajaccio contribue de 24%. Par contre, Brest contribue à 1,9%. Dunkerque 1,7%. Nancy 31%. Toulouse 6,5. Donc il vaut mieux, lors de l'interprétation de F1, prendre en considération les individus qui contribuent le plus à la construction de cet axe. Alors voilà, on a essayé de présenter un exemple simple qui illustre les différentes étapes à suivre afin de réaliser une SCP. Donc on commence par le centrage et réduction de données pour le cas d'une SCP normée. Après on détermine la matrice de corrélation. Alors cette matrice, on va calculer les valeurs et les vecteurs propres de cette matrice. Après, on projette nos données centrées réduites sur les vecteurs propres afin de déterminer les composantes principales. Donc, sans tarder, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine capsule dans laquelle on va essayer de pratiquer cette méthode ACP sous le logiciel SPSS. Donc, bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.